père s'appelait Charles. Il n'a jamais su comment il s'appelait en hébreu. Jamais. Et il a supposé que Charles, c'était probablement Shalom. Souvent, les gens qui s'appellent Charles s'appellent Shalom. C'est pas toujours, mais ça arrive. Donc, il a toujours dit, je m'appelle un tel, il s'appelle Moïse, en hébreu Moshe, Ben, fils, Shalom de Shalom. Moshe Ben Shalom. Et il n'a pas un nom très fréquent. Et il y a 8 mois, imaginez, il a 75 ans, 76 ans, je sais pas quel âge. Il y a 8 mois, un de ses copains va dans la synagogue, la fameuse synagogue rue Pavée, dessinée, construite par Guimard, et il voit un panneau avec une plaque, un ex-voto, à la mémoire, c'est écrit comme ça, à la mémoire de mon fils Charles, avec son nom, mais il est marqué Charles Shaoul, son deuxième prénom en hébreu. Et donc, il y a à peine 8 mois qu'il a changé son nom, il a retrouvé le nom de son père. Et je me suis dit, c'est ça la transmission. Ce grand-père, donc, met une plaque. Il lance quelque chose. Il laisse une trace. Il écrit quelque chose. Ça pourrait être... Aujourd'hui, on écrit ses mémoires, et tout le monde se dit, bon, c'est saoulant, il n'y a rien de pire à part regarder les photos de vacances des autres. Okay, mais il écrit quelque chose. Que ce soit dans une synagogue, que ce soit un livre, peu importe. Il laisse une trace. Il transmet quelque chose. Et à un moment, cette transmission, elle touche son nom. Parfois, on est découragé. Et cette histoire, elle est extraordinaire, parce que le bonhomme est bouleversé par ce qu'il a découvert. Ça change son identité. Et donc, il a, d'une certaine manière, donné raison à ceux qui se battent. Et dans les écoles, dans les familles, les parents, les enseignants, se battent parfois pour transmettre. En se disant, mais quel résultat? Je ne vois pas l'amélioration de la société. On ne sait pas. Peut-être 20 ans, 30 ans après, le souvenir d'un enseignant, d'une enseignante, le souvenir de la confiance que cet enseignant nous a accordée, le souvenir d'un temps, d'un moment de transmission. Moi, je suis capable de vous dire ce que m'a raconté mon maître qui me construit encore maintenant. Eh bien, l'enseignement, la transmission, c'est un geste de confiance. Et on a besoin de redonner de la confiance. Parce que ce qui manque dans notre société aujourd'hui, c'est la confiance. On a peur de l'avenir, on a peur des autres. On est dans un temps de l'insécurité, pas au sens qu'il y a un risque sécuritaire. On est dans un temps de défiance. Et pour reconstruire un temps et un espace de confiance, il faut d'abord avoir la confiance dans la transmission. Je sais qu'en te transmettant mon savoir, en te transmettant une façon d'être, une façon de faire, tu sauras être toi-même tout en étant un peu moi-même. Et c'est peut-être ça, la véritable confiance dans la génération suivante. C'est qu'on a tous l'ambition, le fantasme presque, comme je le disais tout à l'heure, de faire des générations suivantes les mêmes que nous. Mais ce ne seraient plus les générations suivantes. Alors en conclusion, je vais vous raconter une histoire que j'aime beaucoup, que vous pourrez mettre à la sauce archevêquique. C'est une ville qui doit changer son rabbin. Le rabbin part à la retraite. Part à la retraite, et nous on n'a pas le nonce qui fait le job. Chez vous, le nonce, tac, bingo. Non, c'est pas comme ça. Donc, le rabbin quitte la ville. C'est 30 ans qu'il a été rabbin de la ville, tout le monde l'adore. Et il y a un concours pour savoir quel rabbin va lui succéder. À la fin du concours, il y a une shortlist, 2 candidats, un candidat formidabilissime et un candidat formidabilissime. L'un des 2 formidablissimes est le fils de l'ancien rabbin. Donc, le conseil se réunit et décide de dire oh, ils sont formidables tous les 2, on va prendre le fils du rabbin, on l'a vu grandir, on le connaît, ça ne va pas nous changer trop, c'est formidable. Ok. Il est recruté, tout va bien. Au bout d'un mois, c'est extraordinaire. Il y a un monde fou dans les offices, tout le monde vient. Les activités pour les vieux, pour les jeunes, pour les moyens, pour les jeunes qui vont devenir vieux, pour les vieux qui rajeunissent, pour tout. Formidable. Il est partout. C'est formidable, une activité, un dynamisme incroyable. Vous soirée, la ville de Château. Je vais vous dire à quel point ça bouge de partout. C'est formidable. Le président dit au rabbin, monsieur le rabbin, j'aimerais vous voir, ça ne vous pose pas de problème, il y a un problème. Non. Alors quoi, dites-moi. Voilà, il faut que je vous dise. C'est formidable, ça marche très bien. Mais, votre père commençait les offices tôt, vous voulez commencer tard. 2 ou 3 choses, votre père l'interdisait, vous permettez. Mais des trucs que votre père permettait, vous l'interdisez. Et puis, priez plutôt lentement, vous priez plutôt plus vite. Enfin, il y a
plein de changements. Elle dit pas du tout. Le président, je vous assure, je fais comme mon père. Le président dit arrêtez, monsieur le rabbin, on voit bien, il est différent. Non, je fais comme mon père. La preuve, mon père faisait comme il voulait, et moi je fais comme je veux. Eh bien, il faut qu'on accepte que dans la transmission, les jeunes ou les moins jeunes qui reçoivent notre enseignement se l'accaparent et le fassent devenir le leur. Il faut qu'on accepte de perdre la maîtrise de cette enseignement. Ce qu'on enseigne, ce qu'on transmet, ce qu'on offre, ce qu'on donne, devient le savoir des générations suivantes, qu'elles peuvent utiliser comme elles l'entendent, mais qu'elles peuvent aussi transformer comme elles l'entendent. Et c'est ça, la confiance qu'on a en eux. Parce que, au-delà de ce qui est vraiment fait, raconté, transmis, il y a une chaîne de transmission, et c'est cette chaîne-là qu'on doit assurer. On le fait chacun et chacune à sa façon, que ce soit d'ailleurs en tant qu'enseignant, en tant que responsable d'administration, de collectivité, d'église. On le fait tous et toutes, parce que ce qu'on a vécu, l'enjeu, c'est que ça perdure. Et là, la culture d'une société, quelle qu'elle soit, elle n'est viable, c'est qu'elle perdure que si elle est transmise. Donc vous voyez que l'enjeu de transmission de ce que nous vivons est essentiel, bien au-delà du simple fait d'enseigner, ou bien au-delà du simple fait de faire que les générations suivantes ne soient pas dans l'obligation de revivre. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Maintenant, je suis ouvert pendant le temps que vous voulez pour un échange ouvert. Comment ? On y va. Alors, si vous êtes d'accord, j'ai demandé à Monseigneur si vous voulez dire un petit mot, Monseigneur, sur la transmission, ce serait un grand plaisir pour moi. eh bien alors, écoutez, Monseigneur. Non, bon. Allez-y. D'abord, écoutez, je vous remercie et je me sens bien à l'aise avec tout ce que vous avez dit, parce que la transmission, voilà. D'abord, vous savez que je suis l'évêque de Bourges, mais que j'ai en responsabilité la présence à 2 départements, l'Indre et le Cher. Et que j'essaie de montrer que je suis aussi dans l'Indre. Parce que j'entends souvent dire que vous êtes plus dans le Cher que dans l'Indre. Bon, comme ça, j'ai une histoire pour vous, formidable. C'est une maman juive qui achète 2 cravates à son fils. On connaît. Alors le fils, il est tout content, il vient au repas de Shabbat chez sa maman avec la cravate bleue. Et sa maman fait une tête terrible. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, maman? Il dit, non, tu n'aimes pas la rouge, c'est ça? Donc j'imagine que quand vous êtes dans le Cher, on vous reproche d'être... Non, mais j'entends pas les reproches. Ah bon, voilà, moi. Oui, non, mais je crois que ce qui est important, moi j'ai envie de dire, ma conviction, c'est quand même que le témoignage du dialogue entre les religions, aujourd'hui, plus que jamais, est quand même très important. Et en tout cas, pour moi, j'essaie de dire que quelle que soit notre religion, il faut se parler. Et le pire, c'est quand même, je trouve, des gens qui sont isolés les uns des autres, et plus même, parfois, dans la solitude. On rencontre quand même des gens qui ont l'impression qu'ils comptent pour rien, qu'ils ne savent pas où ça va, etc. Donc je trouve que le rôle des religions, malgré un petit peu ce que vous avez dit, c'est de relier quand même un petit peu les gens avec les autres. D'où l'importance pour nous d'essayer de favoriser des communautés locales. Et que ça ne soit pas seulement, j'allais dire, au plus haut niveau qui est un responsable et tout ça. Je trouve aussi ce que vous avez dit sur la transmission au niveau des familles. Moi, je trouve que le rôle des enseignants, des éducateurs et des familles me paraît quand même très important et à redécouvrir. Moi, je souffre qu'on ait une attitude souvent de dire du mal des enseignants, pour dire vite, en disant si ça ne va pas, si les écoles, c'est... Or, je trouve quand même, qu'est-ce qu'un enseignant, sinon quelqu'un qui est témoin d'un jeune qui découvre des possibilités qu'il ne croyait pas possibles pour lui. Et d'une certaine manière, la transmission, ce n'est pas de répéter ce qu'ont fait les parents ou les grands-parents, mais c'est en assumant cet héritage, j'allais dire, de faire face à une situation nouvelle. Avec, j'allais dire, ce contexte nouveau qu'on peut symboliser par tous les appareils de communication qui font qu'il n'y a pas que l'enseignant. Enfin,
il y a des pouvoirs qui se multiplient, qui se déploient. Je trouve que c'est important. En tout cas, moi, j'essaie en ce moment plus que jamais de favoriser les rencontres interreligieuses et avec les musulmans. J'ai pu, enfin, je l'ai dit ici, hein, il y a 15 jours, j'ai pu rassembler à l'archevêché à Bourges l'ensemble des présidents et des imams de mon diocèse. Je crois que c'était la première fois que ça se faisait. On a passé un moment où on s'est parlé. Alors il y en a un qui n'a pas venu, mais ça c'est parti de... Mais je trouve qu'il faut que nous arrivions à nous parler, à échanger, à ne pas être... Et puis aussi, ça fait partie quand même un peu de la mission de l'Église à notre niveau, une présence aux gens pauvres. Je trouve que le Secours catholique, qui est quand même un réseau très important a une sorte de présence et nous rappelle qu'on ne peut pas construire le monde en excluant des personnes. Je crois que c'est aussi, c'est aussi une sorte de transmission de la responsabilité de chacun. C'est-à-dire qu'on transmet le fait que dans notre passé, on nous a tendu la main, peu importe quelle religion. Dans la rue, quand j'étais rabbin de Reims, il y avait dans ma rue les Restos du Cœur, le Secours catholique et le Secours populaire. Dans ma rue. On allait tous ensemble de l'un aux autres. Mais c'est une façon de dire, s'il y a une société où on m'a tendu la main, c'est pour que moi je puisse tendre la main. Donc en fait, on transmet aussi la nécessité de travailler ensemble. Et en vous entendant, je pensais par exemple à quand j'étais à Reims, on avait mis en place un truc formidable, je trouve, au niveau des préfectures et des sous-préfectures, c'est la cérémonie de remise des éléments de la citoyenneté. C'est quand il y a des cérémonies de naturalisation. Soit vous recevez une lettre, tiens, ça fait 2 mois que vous êtes français, bonne nouvelle, hein. Soit on ritualise la chose pour transmettre une sorte de responsabilité qui fait que chacun et chacune, peu importe son origine, son histoire, peu importe, reçoit à ce moment-là toute l'histoire de France, depuis la fin historique, c'est les Jeanne d'Arc qui voulait, l'ombre et la lumière d'ailleurs, comme une sorte de charge sacrée pour que lui-même la transmette. Et alors ça, j'ai une histoire que j'adore parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est l'histoire d'un Anglais, un juif anglais, qui après la guerre, juste après la guerre, dit à son frère qui habite encore en Pologne, écoute, viens avec moi à Londres. Il vient à Londres. Mais c'est un juif qui arrive de Pologne, il a un Streimel, comme Rabbi Jacob, il a une barbe, des papillotes, habillé en noir. Au bout d'un moment, son frère me dit, écoute, rien, les Anglais, c'est tellement habitué à des machins bizarres que ça ne gêne pas. Mais ce serait peut-être mieux, ton truc qui ressemble à la Burkini, c'est pas bien. Bon, bref. Alors, il lui dit, ok, prend son frère, et il l'emmène à Savile Row pour lui faire un costume à tomber par terre. Il l'emmène à Old Bond Street pour lui tailler des favoris extraordinaires. Il coupe les papillons, tu tailles une coupe anglaise à tomber par terre. Il l'amène dans New Bond Street pour lui faire une paire de chaussures incroyable. Il l'amène à Regent Street pour lui faire un chapeau melon parfait avec une canne à un pommeau. Et à un moment, son frère se voit devant la glace, un Anglais parfait. Et là, il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Parce qu'il a tout perdu. Et là, son frère lui dit, c'est pas grave, tu crois que c'est grave, tes papillotes, ton chapeau noir, ton machin, c'est pas ça qui est grave. Il dit, c'est pas ça, c'est pas pour ça que je pleure. Je pleure quand je pense que nous avons perdu les Indes. Vous voyez, on acquiert un sentiment d'appartenance et on acquiert. Et ça s'acquiert par la transmission, vous avez raison. Merci de votre rapport. Je signale le père Bertrand Beaufort, qui est donc le curé responsable localement, n'a pas pu venir parce qu'il avait d'autres obligations. Donc ça arrive à chaque fois. Merci beaucoup, Seigneur. Il a à dire combien il regrettait. Alors après, je vous laisse Bon, après la profondeur de cet exposé magistral, j'allais dire, vous avez certainement des questions à poser, parce que vous êtes certainement interpellé par ces propos intenses et formidables. Alors, je vois une main qui se lève. Alors, vous voulez le micro? Non. Je vais essayer de parler Allez. fort.
Dans la transmission, est-ce que vous avez une idée, une recette de la manière de s'y prendre pour voir le vrai du faux? Parce qu'il y a des tas de gens qui vous transmettent des conneries. Et bien voilà pourquoi il faut apprendre, non pas quelque chose, mais apprendre à apprendre. Vous apprenez à pondérer. C'est le danger. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé le mot fantasme, celui de l'allaitement. La mère, elle donne tout, il n'y a rien d'autre que ce qu'elle donne. Le maître, le bon maître, c'est celui qui donne des éléments aussi contradictoires et qui accepte la contradiction. Il permet de juger. Si la scène, d'ailleurs, ça marche pour les parents, hein, vous dites quelque chose à vos enfants. Si vous ne leur dites pas, oui, vous pouvez leur dire, je vois que les amis interdisent à leurs enfants de voir la télé, et je ne veux pas qu'elles soient. C'est ce que les enfants font. Ils se ruent sur la télé dès qu'ils sont chez les copains. Si je leur apprends, en revanche, ça tu peux voir, c'est formidable, ça c'est pourri, c'est nul. Je perds des fois. J'arrive devant, je les vois des fois devant des trucs, je me demande comment ils peuvent passer du temps là-dessus. Mais au moins, je leur donne des arguments pour répondre à leurs tentations. Donc le vrai et le faux, chacun détermine ce qui est vrai. Je peux dire des choses, je peux leur donner des arguments. Et si je veux l'imposer, ça devient du totalitarisme et c'est pas très fun. C'est bon ça. Madame. Je n'ai pas de questions à vous poser. Formidable. Je connaissais toujours quand on me dit ça. Mais je voudrais vous encourager vraiment à continuer à restaurer la transmission parent-enfant, parce que j'ai eu l'occasion de travailler comme psychologue scolaire et je me suis aperçue que les parents étaient dépossédés bien souvent de leur rôle d'éducateur, et j'ai vu des parents se faire culpabiliser parce qu'ils apportaient des informations complémentaires aux leçons qui avaient été données. Je suis absolument d'accord avec vous. Non, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est un changement de paradigme. En fait, il faudrait que l'école rétablisse l'idée qu'elle aide les parents à élever, littéralement élever, dans les deux sens du terme, les enfants, et qu'elle ne dépossède pas les parents de cette responsabilité. Ça veut dire que le lien école-parent est un lien important. Pas qu'une façon pour les parents de venir hurler contre les profs, c'est comme ça. Avant, moi, je sais pas, je me rappelle, moi, j'arrivais, je disais, les parents, voilà, j'ai eu un mot, ça a chauffé avec madame, machin, parce que voilà, je m'en prenais une autre, je m'écrasais. Maintenant, vous dites, la maîtresse ou le maître il m'a crié, machin, les parents viennent pour casser la tête au professeur, c'est un scandale. C'est très important ce que vous dites je dirais, dans la construction d'une véritable communauté éducative où les parents ont quelque chose d'important à dire. Et c'est tellement juste que, quand je parlais d'écréter dans les classes, quand vous avez des élèves dont les parents assument aussi leur part d'éducation, de transmission, et donc décalent les élèves par rapport à l'ensemble, à la masse de la classe, les profs devraient pouvoir s'appuyer sur ça. Or, ça les dérange. Compliqué. Ça implique un savoir-faire que certains ont et maîtrisent parfaitement. Les grands professeurs ne sont pas forcément. Moi, j'ai été bouleversé par un film qui s'appelle Être et avoir. C'est un petit. Je pense qu'il est filmé pas très loin de chez vous. Un professeur qui est filmé une telle tendresse, un tel respect des élèves, une telle confiance des petits envers ce maître qui s'appelle M. Pérez, je crois, le tête. C'est formidable. Vous avez raison, c'est quelque chose de très important. Il faudrait rappeler aussi que l'expérience de vie, c'est-à-dire pas simplement le savoir mais l'expérience, c'est avant tout dans la famille. Oui, mais en même temps, l'école donne la possibilité de démultiplier ce que la famille peut vivre. C'est la dimension sociale. C'est sociale et la capacité, en tout cas c'est comme ça que moi je vis le rêve républicain, que même si votre famille n'est pas très éduquée, l'école va compenser par le partage d'expériences des autres. Dans ta famille, tu n'as pas quelqu'un je sais pas moi, qui a vécu telle chose, c'est pas grave. Dans l'environnement de l'école, on va te présenter quelqu'un. Moi, je vois quand j'organise des déplacements dans beaucoup d'endroits dans le monde, où des déplacements avec les jeunes, où il y a quelque chose qui est de l'ordre du partage. Et les enfants, c'est extraordinaire, les enfants vivant une expérience
vont chercher eux-mêmes à la transmettre. C'est Elie Wiesel qui a dit ça. Écoutez bien, parce que j'avais prévu que ce soit ma conclusion, mais c'est pas grave. Maintenant, cette phrase, elle est extraordinaire, ça me permet de rendre hommage à la mémoire d'Elie Wiesel. Elie Wiesel a dit, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est comme si on disait, Dieu ou la vie vous a donné de vivre quelque chose. Si vous ne le transmettez pas, c'est injuste que vous l'avez trahi. C'est une responsabilité immense ici. Oui, madame. Je vous remercie pour cet exposé sur la transmission des savoirs, du savoir-être, du savoir-faire, qui permettent un socle pour devenir ce que l'on est et évoluer. Que pensez-vous de l'inclusion d'Internet, de l'inclusion du numérique? On voit dans les métiers et dans les filières d'apprentissage, donc de transmission de savoir, une voie dont on ne sait pas d'où elle vient, dont on ne vérifie pas toujours l'exactitude et la véracité, qui vient supplanter le maître d'apprentissage. Et là, nous sommes très inquiets pour, y compris dans l'organisation de l'entreprise, où la hiérarchie n'est plus, elle est cassée par ça, par ces transversalités et ces informations qui viennent, et notre société en souffre, et dans nos contenus pédagogiques, c'est très difficile d'appréhender ce problème. C'est-à-dire que c'est une question immense, parce qu'en réalité, ça renvoie à la hiérarchie réelle et la hiérarchie effective. La hiérarchie réelle, vous avez, je sais pas moi, un contremaître, quelqu'un qui a une équipe, et il sait faire, il a toujours su faire, il gère bien son truc, et puis on rend le travail technologique, et il a un petit gamin qui manipule ça, qui est une génération où c'est intuitif chez lui, celui qui a travaillé pendant 20 ans sur cette chaîne, sur cette opération, ne sait plus le faire comme le petit jeune. Et donc on a une hiérarchie cassée. On appelle ça dans l'armée la fonction prime le grade. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez faire quelque chose et vous vous donnez un ordre, vous êtes caporal-chef, vous êtes sergent, vous êtes en CLA, c'est-à-dire en tour de contrôle, vous donnez un ordre à un pilote qui est colonel, qui est comme ça. L'armée de l'air, en tout cas, c'est le faire. L'armée de terre, il s'arrange pour faire coïncider la fonction de grade. Il s'arrange comme ça. Dans l'armée de l'air, c'est ce que vous soulevez comme question, c'est ce nouveau monde qui perturbe les choses, et il y a des choses bien. Selon l'histoire de la langue d'Ésope, qu'on retrouve dans le Talmud différentes choses, Ésope considère qu'il envoie sur sa époque chercher la meilleure des choses du marché, il lui amène la langue. Il lui demande le lendemain d'aller chercher la pire des choses du marché, il lui amène la langue. Donc la parole est la pire et la meilleure des choses. Internet, c'est la pire et la meilleure des choses. Tout dépend ce qu'on en fait. Et je pense savoir que la conseil départemental va équiper au moins 5 et collèges, 13, ça vient d'augmenter. 13 collèges de tablettes. Pas dans la région, ou pas. Non. Voilà. Il y a raison, le temps qu'ils les équipent, il y aura une nouvelle tablette et les petits, ils veulent le iPhone 12, S, machin, truc chouette. C'est une question. Est-ce que on rentre là-dedans et on considère que c'est une façon d'accompagner la relation humaine que consiste à être surtout la transmission. Les MOOCs, par exemple, c'est ces cours sur lesquels on peut se connecter sur Internet. Il n'y a plus de lien humain. C'est bien parce que ça pallie la distance. Et quelqu'un qui serait isolé, il pourrait suivre des cours. Moi, j'ai été en première terminale au CNTE. Maintenant, c'est le CNTE. C'est bien comme on donne tout. C'est marrant. Donc, il y a des avantages et des avantages. Il ne faut pas, à mon avis, exclure tout en disant c'est horrible. Si j'ose dire, la position de Boulez là-dessus est assez marrante. Le samedi, c'est le Shabbat, on ne travaille pas, on ne produit pas. Je ne sais pas, vous avez fait le téléphone, l'iPad, l'iPhone, l'ordinateur, c'est une façon extraordinaire pendant 24 heures de se désintoxiquer de cette nécessité. Vous vous imaginez, monsieur le préfet, sans téléphone, vous arrivez à faire que le président de la République vous appelle. Ah ben, très bien. Mais le câble qui vient courir. Mais c'est ça, on retrouve le lien humain. Eh bien, c'est une façon simple. On ne prend pas la voiture, vous savez, dans notre religion. On ne prend pas la voiture, non? Sauf urgence vitale, bien sûr. On ne prend pas la voiture, c'est-à-dire que pour aller rencontrer des amis, on rencontre ceux chez qui on peut marcher. C'est-à-dire qu'on retrouve notre humanité. Et peu importe l'outil, que ce soit Internet, que ce soit le porte-voix ou que ce soit un
âme, ce que vous voulez. Il faut retrouver cette relation de confiance que porte la transmission. Formidable, il n'y a plus d'autres questions. Allez. Monsieur le préfet. Un petit mot, si vous permettez. Oui. Merci. C'est à côté. Et tout ce que vous avez dit, je vais rebondir peut-être si vous permettez sur Umberto Eco dans Le nom de la rose. La première phrase, c'est un manuscrit naturellement. Et quel est le traitement qu'ils font de ce manuscrit-là? Et le début du texte auquel il est fait référence dans Le nom de la rose, c'est un texte d'Aristote qui dit: je fais référence à quelque chose qui existe déjà. Comme tout le monde le connaît, je n'ai pas besoin d'en parler. Manque de peau. C'est là-dessus que Umberto Eco rebondit. Il est où ce texte? Et donc, c'est là où on remonte le temps pour se retrouver dans un endroit où le texte existe. Mais que, comme ce texte-là est en train de raconter comment est-ce que l'on peut rire de tout, il faut l'effacer. Et comment est-ce qu'on efface ce texte-là? C'est de pourrir l'encre pour que ceux qui tournent les pages, en se léchant la bouche, meurent. Donc ils n'ont pas connaissance de ce texte. Première réflexion par rapport à ce que vous venez de nous présenter. La transmission est quelque chose qui est un devoir, parce que si ça a existé, ça mérite d'être connu. Deuxième chose qui, moi, m'intéresse beaucoup dans ce que vous venez de dire, c'est que on est passé d'une société où ce qui était important, c'était quoi? C'était de détenir l'information. Je reviens sur ce qui compte aujourd'hui, et c'est ce que vous avez dit, madame, c'est la transmission. Celui qui a le pouvoir aujourd'hui, c'est celui qui diffuse, c'est pas celui qui détient l'information. Je peux prendre toute une série d'événements récents qui montrent. Et c'est là le grand travers que certains d'entre vous ont pu évoquer, c'est que la question fondamentale là-dedans, c'est la digestion, point d'interrogation, l'immédiateté, le point d'interrogation suivant, qui peut emporter tout dans un bon sens comme dans un mauvais sens. Et la troisième réflexion que vous me donnez à avoir, ça me rappelle une discussion, vous en souvenez certainement pas, mais on avait parlé du temps. Et sur le temps, depuis, il y a eu une petite chronique très très belle de Michel Serres, qui a dit: c'est quoi le temps aujourd'hui? Et ça, c'est peut-être la question que je voudrais que l'on partage ensemble, avant que vous ayez des choses bien plus intéressantes à faire. Le temps, c'est quoi? On regarde notre montre, c'est les heures qui passent. Vous allez devoir repartir, vous reviendrez certainement. Inch'Allah. Mais le fait est que là-dedans, ça passe, c'est le temps qui passe. La deuxième chose, c'est que demain, à la même heure, nous serons aux mêmes heures d'aiguille. Donc c'est le temps qui finalement reviendra. Puis ensuite, on regarde le bracelet. C'est le temps qui passe, qui s'use. Et que ces trois temps-là sont ceux que probablement notre société a le plus de mal à gérer, parce qu'on nous demande de supporter de l'immédiateté, en essayant de transmettre de la durée. Alors, pour reprendre juste votre expression, transmettre est probablement la chose qui est pour nous tous la plus importante, et tous ceux qui sont premier, deuxième, alors j'ai dit le premier rang tout à l'heure parce qu'ils voulaient chercher une élite, mais l'élite elle est là-bas. Ce qui est important, c'est juste, si vous me le permettez, c'est que l'on puisse être tous d'accord, et que si on ne se parle pas, on n'a rien à transmettre. Et que de ce point de vue-là, l'autisme de certains est quelque chose qui, moi, me fatigue et m'use beaucoup plus que la montre elle-même. Bravo. Bravo. Et je vais vous dire trois raisons. La première, Monseigneur, je fais du benchmark, j'ai étudié la concurrence. J'ai parlé du premier rang. Il est marqué dans l'évangile Jésus de tête. Ça doit être ça. Je pense que les mots sont aussi bons dans l'ordre. Jésus dit au peuple:
Ne faites pas comme les pharisiens. Ils se font appeler père, maître, ils ne cherchent que les honneurs, ils sont assis au premier rang des synagogues. Le premier rang, c'est une responsabilité. C'est pas une façon de dire je suis arrivé, c'est me voici. Je m'en vais. La deuxième chose, oui, et qui m'a toujours frappé, c'est que les montres, regardez que les montres, la montre, elle est toujours au sommet du clocher de l'église. Pourquoi? Pourquoi pas à taille humaine? C'est pas plus simple de la mettre là? La première, c'est un rabbin. Ne parlez pas que des églises. Les montres sont toujours dans les villes, dans des bâtiments élevés. Pourquoi? Parce que la montre devient l'élément fédérateur entre nous tous. C'est-à-dire que même si on n'est pas du même pays, on n'est pas, imaginons, il y a des Anglais, des Russes, des Chinois, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres. On a tout nous différencie. Nous sommes au moins des contemporains. C'est-à-dire qu'on, comme temporels, on partage le temps. De ce point de vue-là, la montre, le temps, nous rassemble. Mais si on mettait la montre à hauteur humaine, chacun voudrait faire de son temps le temps. J'irai toucher la montre. Quoi que je suis en retard? Je ne suis pas en retard. Regardez, trac, et c'est bon. Je ne suis pas en retard. C'est pas ça. Le temps, c'est une donnée objective qu'on va partager ensemble. Et je trouve que, effectivement, cette notion du temps est évidente. Et chez Eco, il y a beaucoup réfléchi sur le temps, beaucoup écrit sur le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est le livre que vous avez cité, c'est la possibilité de rire. C'est-à-dire que quand vous enseignez, quand vous transmettez quelque chose, vous devez aussi enseigner un doute sur ce que vous venez de dire. Et là, la plus belle des histoires juives que je connaisse, elle est citée par Martin Buber dans son introduction au chassidisme. C'est un vieux rabbin à Varsovie qui va mourir. Il rassemble tous ses élèves autour de lui et il leur dit: mes élèves, je vais vous donner avant de mourir ma vérité absolue. La vie est une flèche. La vie est une flèche. Les élèves, donc, ce qu'il a voulu dire, ils font la valeur numérique de la moins vie, vie plus flèche, la vie c'est une flèche, on se projette, c'est quoi? Ils réfléchissent, ça discute dans les trains entre Varsovie et Gdansk, dans les bateaux entre Gdansk et Hambourg, dans les bateaux entre Hambourg et Le Havre, et dans les bateaux entre Le Havre et New York. Ça arrive chez le grand maître, grand rabbin de New York, à qui on dit Rabbi, le grand rabbi de Varsovie, avant de mourir, a dit: la vie est une flèche. Il s'enferme dans une maison d'études grande comme cette salle, pendant 15 jours. Il sort juste Shabbat pour manger un peu, et il revient. Au bout de 15 jours, il est auréolé d'une sorte de lumière incroyable. Et il sort, il a dit: mes élèves, ma conclusion est absolue. La vie n'est pas une flèche. Alors, ça discute dans les bateaux entre New York et Le Havre, dans les bateaux entre Le Havre et Hambourg, entre Hambourg et Gdansk, dans les trains entre Gdansk et Varsovie, et ça arrive 6 mois plus tard devant le lit d'agonie du vieux rabbin.